14e édition de la presse au futur, une manifestation que nous devons à l'énergie de Patrick et Dorothée Thau. Première édition, en fait, d'une manifestation intégralement virtuelle. Donc, la presse au futur est vraiment entrée dans les temps nouveaux. Une conférence ou un dialogue inaugural où j'ai le privilège, la chance d'introduire Pierre Louette. Pierre Louette, sa présence s'imposait parce que son parcours est parmi ceux des plus complets dans l'univers des médias, mais toujours avec intimement un lien profond avec la presse, avec les contenus. C'est ancien de la Cour des comptes, ce qui le prépare à être soucieux de la monétisation de tous les contenus, a effectivement touché à l'audiovisuel. Il a été secrétaire général à France Télévisions. Il a été pendant quelques années le président de l'agence France Presse. Il a, à un moment où on n'était pas start-up minded, chez Bernard Arnault, chez quelques autres, était dans un élevage de jeunes pousses dont certains ont eu de très beaux destins. Comme haut fonctionnaire, bien sûr, il a eu un zeste de cabinet ministériel et un cabinet très prestigieux puisqu'il était chez le Premier ministre Édouard Balladur où on parlait déjà d'autoroute de l'information. Et puis, depuis 3 ans, il est entré à la demande de Bernard Arnault au groupe Le Parisien Les Échos ou Les Échos Le Parisien. En fait, il a fait un parcours totalement inattendu, mais qui manifestait une croyance absolue dans la presse, parce qu'auparavant, il était un des directeurs généraux de France Télécom, un mastodonte. Et on peut se dire que d'une certaine manière, aujourd'hui, même si le chiffre d'affaires de son groupe de presse est impressionnant, c'est presque simplement chaque jour le chiffre d'affaires, je dirais, qu'il faisait avant à France Télécom. Donc ça montre bien une vraie passion pour la presse. Mais une presse qui doit se braquer vers le futur et depuis 3 ans, il ne cesse de transformer les Échos, Le Parisien, nous y reviendrons. Mais aussi, depuis quelques semaines, Pierre est aussi le président de l'Alliance. L'Alliance, ce n'est pas un ovni, c'est le regroupement d'un certain nombre de titres quotidiens ou associés de la presse nationale ou également de la presse régionale et hebdomadaire qui ont compris que pour se faire entendre, il fallait enfin marcher unis dans un monde de médias qui est souvent très divisé. Et il a été aux avant-gardes dans le combat des droits voisins, mais aussi de manière plus discrète sur un autre ensemble de dossiers que nous aborderons. Enfin, sens absolu du timing, en ce 3 février, Pierre sort chez l'éditeur Lafon, une des brillantes maisons du groupe Editis, des géants et des hommes, en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies. Donc bien sûr, vous nous parlerez aussi de votre livre. Pierre, vous avez au début de l'année, en tant que directeur de la publication des Échos,
signé un éditorial de rentrée et j'avais sorti cette phrase du philosophe allemand Walter Benjamin: que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe. Alors, pour vous, aux Échos parisiens, comment s'est présenté l'annus horribilis dont nous venons de sortir, et où je crois qu'au contraire, votre groupe, lui, est sorti renforcé. Merci beaucoup, Jean-Clément. D'abord, merci beaucoup pour tous vos mots. Très gentil, trop gentil pour le parcours qui est le mien jusqu'ici. C'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir, si je me permettre une seconde. Oui, il y a quand même une vraie passion pour les mots, les contenus, pour la création. Et c'est vrai que j'avais adoré les années à l'AFP, qui n'étaient pas toujours faciles, mais qui étaient inspirantes. On avait le sentiment qu'on savait exactement pourquoi on était là, quelle était la mission, et que la mission était importante, était grande. Et j'ai retrouvé complètement ça à la tête du groupe Les Échos le Parisien, qui est une magnifique maison, un magnifique ensemble de titres, de marques, et de femmes et d'hommes surtout, qui font tourner tout ça. Donc, c'est cette croyance, cette passion, oui, il faut l'avoir chevillée au corps, parce que une des grandes traditions de la presse que j'ai retrouvée quelques années après l'avoir quitté, c'est qu'on a pas mal d'emmerdements tous les jours quand même. Il faut se dire les choses entre nous. C'est plus fréquent que les joies simples et les satisfactions d'un PNL rondouillard et florissant. Bah, c'est pas exactement ça. Donc, et oui, dans les télécoms, on avait tendance je m'occupais notamment de secteurs dans lesquels on manipulait les centaines de millions, voire les milliards assez joyeusement. Ça n'est pas tout à fait pareil dans le monde des médias, mais c'est vraiment pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est on fait des choses, je crois, utiles, on essaie de les faire bien avec les rédactions, avec l'ensemble des personnes avec lesquelles on travaille. Et donc voilà, on est inspiré, on est porté par ça. Alors l'année 2020, vous l'avez dit, elle a réservé des surprises épouvantables et aussi quelques bonnes surprises. Je voudrais pas joindre ma voix de façon trop caricaturale à tous ceux qui disent c'est une espèce d'épiphanie, c'est un moment formidable, qu'est-ce que ça a été bien. Non, ça n'a pas été bien, faut quand même pas exagérer, ça a été très compliqué. On a perdu des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, par exemple, qui ont juste disparu, qui sont évaporés. Il y a eu un moment au début, dans ce qu'on appelle désormais le premier confinement, parce qu'on a malheureusement un peu tendance et vocation à les dater les uns après les autres. On a eu une disparition de la publicité pendant un moment. Il y avait 25% des points de vente qui étaient fermés. Donc, si vous voulez, on n'a pas gagné beaucoup d'argent dans cette période. On a eu plutôt un chiffre d'affaires qui fondait comme neige au soleil. Ça n'a pas été le cas après. Il y a eu des effets de rattrapage, c'est vrai. Et puis, au total, sur l'année, effectivement, on a mis en œuvre des moyens, des mesures d'économie, des mesures de transformation. On a vu notre transformation digitale s'accélérer. Et au total, ça s'est pas si mal fini. Ça s'est fini moins mal qu'on aurait pu le craindre au début de la période. Les grands chiffres que j'évoquais dans les Échos, qui avaient eu la gentillesse de m'ouvrir leur colonne ce jour-là. Pour le groupe tout entier, au fond, c'est plus 54% d'abonnés numériques. Et comme vous l'écrivez régulièrement dans un excellent document dont la livraison nous est fructueuse chaque année, les abonnements numériques, c'est the name of the game maintenant. Enfin, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga Alors, c'était déjà le cas il y a 5 ou 10 ans, on va dire, au New York Times. Ça leur a plutôt bien réussi. Le Monde a commencé très tôt, le Figaro. Le Parisien a commencé beaucoup plus tard. Le Parisien a multiplié par 6 ses abonnements en 2 ans. Donc, c'est vrai qu'on part de bas, mais on est parti. Les Échos ont désormais beaucoup plus d'abonnements numériques que d'abonnements papier, mais aussi... Vous pouvez nous rappeler à quel niveau sont maintenant les Échos, parce que vous dites dans votre éditorial d'ouverture, jamais les Échos n'ont eu pareille diffusion. Les Échos, dont je voudrais aussi saluer le dernier représentant de la famille fondatrice, un maître de presse qui nous a quittés cette année, qui était resté toujours très proche des Échos moralement et intellectuellement, Jean-Louis Servan-Schreiber. Oui, vous avez raison de le saluer. Il était là pour l'anniversaire des 110 ans des Échos et j'avais eu l'occasion de beaucoup parler avec lui à ce moment-là et c'était impressionnant parce qu'il continuait évidemment à aimer ce journal qui a été créé par ses ancêtres, créé, je le rappelle toujours,
comme un journal du commerce, mais libéré des puissances de l'argent. C'était vraiment la volonté à l'époque de ce journal, et ça a été, je pense, une inspiration beaucoup d'avoir un journal libéral qui parle des affaires, des entreprises et de l'économie. Alors, les Échos, je ne veux pas être trop long, mais c'est la 9e année consécutive d'augmentation de la diffusion. Donc, on a une diffusion qui augmente. On a plus de 65 000 abonnés maintenant en ligne. On n'a jamais non plus couper la valeur des abonnements. Et un journal comme Investir est plus cher en ligne qu'en papier. Par ailleurs, Investir fait partie du groupe aussi. Le Parisien a dépassé les 43 000 maintenant. Enfin bon, mais voilà, le Parisien partait de bas. Les Échos avaient déjà une bonne tradition de conversion. Et puis, on a passé beaucoup de temps, en fait, c'est ce que j'évoquais, à accélérer cette transformation digitale, donc à avoir des livraisons de sites internet, d'applications pour le Parisien, l'an prochain une nouvelle application pour les Échos aussi, qui viennent, qui se succèdent et qui renforcent notre proposition online. Un point aussi, Jean-Clément, qui est important, c'est que on a une activité commerciale très importante autour de la régie et des activités de diversification, comme on dit, dont une partie s'est trouvée interdite. Les événements et les salons, c'était une des forces du groupe Les Échos le Parisien. Ça va. Vous aviez réussi avec Maurice Lévy, Vivatech, et j'étais à l'UNESCO où vous espériez encore en février qu'on aurait un Vivatech. On n'a pas eu cette année, mais voilà. C'était extraordinaire, Vivatech. Alors oui, Vivatech, absolument, et Vivatech, ça va revenir. Il y aura un Vivatech en 2021, ça c'est une certitude. Il sera beaucoup plus hybride que le Vivatech qu'on a connu en 2019. Mais on n'a pas eu du Vivatech en 2020, on a eu toute une série d'événements qui ont été annulés, et pour autant, on a eu 47, je crois, événements au dernier trimestre, 47 événements et salons, qui sont tous devenus entièrement digitaux ou hybrides avec. Donc on est en train, et on a été obligé un peu le dos au mur, de réinventer un modèle d'événement, et je prétends que les équipes du groupe autour de Corinne Mregen et d'Azélis de Verinas ont réussi à continuer à inventer ce nouveau modèle. Donc c'est vrai que voilà, l'idée générale de la rentrée, c'est de se dire on a passé une année difficile, on a absorbé une bonne partie des pertes de chiffre d'affaires par des économies et par une nouvelle organisation, et on a accéléré notre transformation digitale. Donc, attaquons 2021 avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Vous citiez évidemment Walter Benjamin, qui est un auteur formidable. Moi, j'ai toujours en tête aussi cette phrase d'un autre auteur allemand qui disait « Il faut garder les pieds sur terre, ce qui n'empêche pas de regarder les étoiles ». Et donc, c'est ça qu'on a en tête. On se dit « On est prêt, s'il y a à nouveau des phases très dures, on a quelques idées pour maintenant savoir comment les gérer, les absorber, mais on est prêt pour communiquer, pour diffuser, et surtout on a vérifié, pardon de dire une évidence, mais on a vérifié qu'on pouvait produire quasiment entièrement à distance de très bons journaux avec des couvertures même renforcées pendant la période, plus de santé, plus d'analyses de toutes sortes qu'on n'avait pas forcément au même niveau antérieurement, plus de ce que les lecteurs demandent, et les lecteurs ont été au rendez-vous puisque les diffusions ont augmenté des deux côtés pour les deux grands navires amiraux du groupe. Ne mettons pas toutes les difficultés sur le dos de la pandémie. Un de vos titres avait une diffusion physique très importante. Il est bicéphale, c'est le Parisien aujourd'hui. L'année 2020, c'est l'année de la liquidation de Prestalis, après plus de 600 millions d'investissements de la puissance publique depuis 2008, donc des sommes considérables. Renaissance avec France Messagerie. Que vous inspire, je dirais, cet épisode sur lequel je me permets de signaler que nous aurons aussi un grand débat avec tous les acteurs dans la séquence distribution comme tous les ans. Mais là, dans votre double casquette de président de l'Alliance et, j'oserais dire quand même de victime, plus encore par le Parisien aujourd'hui que par les Échos, quelles leçons tirez-vous ? Bon, ça a été une période assez étonnante quand même. Comme vous le rappeliez, Jean-Clément, bon, il y a quelques années déjà, je suivais et j'étais un des acteurs peut-être des questions de la presse et de sa distribution. C'était déjà un problème. Hein. Ça s'appelait les NMPP, ça n'avait pas le même nom, mais le problème était déjà à peu près le même. Donc en revenant dans ce secteur-là, on redécouvre qu'il y a une certaine pérennité dans les problèmes. Et là, moi j'ai eu le sentiment, tout de même, et je veux le dire de façon assez directe, l'État a été vraiment au rendez-vous.
faut quand même aussi le dire, parfois, l'État était vraiment là, avec un engagement financier substantiel. On a un certain nombre d'éditeurs, au premier rang desquels Louis Dreyfus, qui a eu un engagement personnel incroyable dans la période, je le salue. Il a consacré ses nuits. Oui, voilà, il faut le dire, hein, franchement, il y avait un engagement très très fort, très déterminant, très déterminé aussi comme il est. D'autres, Emmanuel Berthet, Sophie Gourmelin auprès de moi ont passé du temps, Marc Feuillet. Bon bref, tout le monde s'est mis là, on y a perdu beaucoup d'argent. Pour un groupe comme celui que je préside, c'est plus de 10 millions d'euros en fait qui ont été abandonnés à un titre ou à un autre là dans la période récente. Et on a aujourd'hui une équipe autour de Sandro Martin désormais, qui est une équipe qui est en place, qui respecte le plan d'affaires qui a été élaboré. On va dire que beaucoup de choses peuvent changer avec l'orientation que prendra Prisma et sa volonté ou pas de revenir vers Prestalis. Je pense que ça sera déterminant et c'est une vraie responsabilité historique qu'a cet acteur-là. Et je crois beaucoup que c'est possible. Je crois beaucoup aussi qu'il faut qu'enfin il y ait un peu d'apaisement. Il n'y a pas tellement d'acteurs. Ils ont tous une vie plus ou moins compliquée. Et évitons les pratiques commerciales un peu compliquées aussi que certains veulent déployer. L'ARCEP, avec une nouvelle présidente, va veiller à tout ça. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut régler ces problèmes parce qu'il y a beaucoup de volonté aujourd'hui et d'envie pour le faire. Et essayons de pas avoir à nouveau un problème qui deviendrait désormais chronique autour de la distribution. Vous disiez une année horrible, une année compliquée, on l'a pas mentionné, mais c'est vraiment ce que les Américains appellent le perfect storm. Enfin, c'est vraiment le moment où vous êtes en pleine transformation structurelle et vous avez en plus un énorme problème conjoncturel. Donc, ça a fait beaucoup de choses à faire à la fois pour l'ensemble des titres de presse. Ça n'a pas été facile, je le sais bien pour cette famille. Moi, je préside l'Alliance qui regroupe 300 titres et on a souvent eu l'occasion de partager entre les titres de la presse quotidienne régionale, les titres de la presse quotidienne nationale et les titres de la presse hebdomadaire régionale qui a 7 millions de lecteurs par semaine. Il y a 250 titres qui sont dans l'Alliance. On a souvent vu à quel point tout le monde s'adaptait et puis supportait plus ou moins bien ces chocs. Moi, je voudrais qu'on sorte de là renforcé et surtout vivant. Les Échos, Le Parisien, vous avez des marques emblématiques de presse, mais sous ce double titre de marque de presse, vous n'avez cessé de faire en réalité de votre groupe déjà un groupe multimédia. On savait qu'il y avait Radio Classique, vous lui avez ajouté Mezzo, une télévision que vous avez rachetée, et puis vous avez même, je dirais, votre Netflix du classique, Médicis TV. Parlez-nous un petit peu, au fond, de votre filière musique. Et est-ce qu'on aura du print un jour lié à cette filière musicale? Alors, en 2 mots, moi, la stratégie que j'essaie de déployer en accord avec mon actionnaire et après réflexion aussi avec les équipes, forcément, est la suivante, et c'est tout simple, c'est essayer d'être encore plus fort là où on était déjà assez fort. C'est pas une volonté de diversification à l'infini, c'est être plus fort là où on était fort, et c'est aussi activer encore plus la capacité de nos marques, et je pense là au salon, aux événements dont on a déjà dit un mot. Alors, dans le domaine de la musique classique, oui, on a Radio Classique, qui est une radio de référence, qui a plus d'auditeurs en durée continue que France Musique, avec 5 fois moins de budget. Donc, c'est assez intéressant quand même de comparer les moyens qui sont alloués par les uns et les autres. Et puis, je pense 6 ou 7 fois moins de fréquences, d'émetteurs. Donc, un moyen totalement inégaux en réalité. Il y a une vraie réussite de Radio Classique qui, depuis des années, a développé son auditorat de façon très très solide, avec une matinale notamment qui est très forte grâce à Guillaume Durand et puis après Christian Morin et les autres animateurs qui interviennent. Bon, donc ça, on avait déjà Radio Classique. On a, vous l'avez mentionné, acheté 50% en fait de Mezzo avec le groupe Canal+, donc on est associé à groupe Canal+, qui notamment s'occupe très bien de la distribution internationale. Mezzo a plus de 60 millions d'abonnés, donc c'est une chaîne thématique qui irrigue le monde des amateurs du classique. Et puis, on a pris 50% de Médicis TV aux côtés de Paris Moratoglou, qui est un de ses fondateurs, et qui est un homme formidable d'ailleurs. Et donc, on est en train, on a commencé, et on est en train d'arriver à constituer un leader européen en fait de la musique classique, voire un leader mondial, parce que dans ce monde de la musique classique, on peut devenir un leader mondial avec ces acteurs que je mentionnais. Et Médicis a connu un très fort développement en réalité de ses abonnements pendant la période de confinement, la première et dans la suite, avec des gens se disant je vais pouvoir assister à des concerts, je vais consacrer le temps que j'ai pas forcément d'habitude, et les abonnements n'ont pas baissé depuis lors. Donc on a vraiment un très beau développement, une belle rentabilité de Mezzo, beau développement de Médicis, et on va continuer à faire cette
espèce de build-up dans le classique dont on est très heureux, avec des catalogues qu'on a acquis, qui font qu'on a en plus une dimension patrimoniale. Voilà, on était assez fort, on devient très fort là-dedans. Avec Investir, on était très fort dans tout ce qui est information financière. Avec François Monnier, qui est un patron formidable pour cette rédaction-là. On a acheté Boursier, qui avait un lectorat un peu différent. Voilà, on s'est renforcé. C'est ça qu'on veut faire, partir de nos points forts et se renforcer de nos points forts, avec en transversal une politique qui est double, digitalisation, si on veut, numérisation, accélération de l'impact du numérique à tous les étages, et puis recherche d'abonnés numériques. Voilà, c'est ça la stratégie. Et un renforcement grâce à vos autofinancements où vous êtes dans le groupe LVMH, 25 milliards de capitalisation. Quand, je dirais, LVMH fait des opérations comme Tiffany, c'est des opérations qui ne se comptent pas en millions, mais en milliards de dollars. Est-ce que vous avez, je dirais, un porte-monnaie ouvert de votre actionnaire pour vous développer? On n'a pas évidemment de droit de tirage. Non, vous avez dit 25 milliards, c'est plutôt plus que 250 en fait. 250 milliards, pardonnez-moi. J'étais un peu surpris, je me disais, les choses avaient brutalement changé depuis qu'on avait commencé à parler, mais heureusement, non, elles n'ont pas changé. Il n'y a pas eu de crack boursier. Non, donc c'est un groupe absolument fantastique, il faut quand même le dire et le souligner, un énorme succès français. Et c'est un groupe qui, par son PDG, son fondateur, hein, son inventeur, a un attachement réel à l'activité média. Alors certes, c'est pas l'activité la plus profitable du groupe, ça, je vais pas vous raconter des histoires, surtout pas à vous, Jean-Clément, mais c'est une activité qui a toute sa place et donc effectivement qui fait partie des endroits où le groupe accepte d'investir. Comme je le disais, on a fait une petite dizaine d'acquisitions là en 3 ans, donc on acquiert des choses, des activités nouvelles pour compléter notre portefeuille. Et puis on restructure aussi, on fait des plans d'économie à certains moments. Enfin, on fait ce qu'il faut pour montrer que on est à la hauteur de l'exigence de gestion de ce groupe, qui est encore une fois un groupe qui a ça très fort dans ses gènes, et en même temps qu'on a des belles marques. L'idée, et en 21, la roue va continuer à tourner. On dit que vous alliez prendre une participation aux côtés de Claude Perdriel dans Challenge, ce qui est un peu complémentaire, car il y a aussi une dimension magazine dans votre groupe que vous avez plusieurs fois évoqué déjà par un certain nombre de titres. Et puis, est-ce qu'il n'y aura pas un plus gros morceau si Bernard Arnault fait migrer vers lui certains actifs de Lagardère? Est-ce que vous verriez bien les gérer, cher Pierre? Sur la partie de Claude Perdriel, nous, on confirme rien, mais je crois que M. Perdriel a parlé à ses salariés, il leur a indiqué qu'il avait l'intention de faire affaire au fond avec M. Arnault, avec LVMH, en fait, pour céder 40% de son groupe. Voilà, il n'y a pas de confirmation à apporter, mais c'est vrai que ça semble être le sens de l'histoire. Pour l'autre partie, vous évoquez autour du groupe Lagardère, il n'y a que des spéculations. Moi, je ne peux pas y contribuer. Voilà, il y a beaucoup de spéculations. Je n'ai aucune information solide à partager là-dessus. Je comprends, mais vous serez d'accord peut-être avec moi qu'il faut que les groupes changent, je dirais, de taille critique pour retrouver les rentabilités qui les autorisent à investir. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous, absolument. Et puis, d'accord évidemment pour dire que là, on n'évoque que des belles marques, aussi bien du côté du groupe Perdriel que du groupe Lagardère. Et voilà, et nous, on essaie d'avoir au sein du groupe Les Échos Parisiens une collection de beaux titres, de belles marques qu'on active, auxquelles on essaie de donner encore plus de rayonnement à travers leur diffusion online, leur diffusion papier, les événements, les salons. Voilà, toute cette mécanique, cette matrice d'activation, le terme est un peu barbare, on essaie de l'appliquer à de beaux titres et je pense qu'on est en train de... nous donne une transition toute faite par rapport à votre rôle à la présidence de l'Alliance. Vous avez pris le relais du président de la Dépêche, un régional. La loi à l'Alliance, c'est 2 ans, un régional, 2 ans, un national. Et ipso facto, vous étiez déjà vice-président, donc vous étiez impliqué dans l'Alliance. Vous avez travaillé, là aussi avec la puissance publique, à un plan filière, et notamment un plan filière qui devrait assurer aux quotidiens régionaux, comme vous en avez bénéficié en tant que quotidien
nationaux à ce que les conditions de production des journaux puissent se faire dans de meilleures situations de performance économique. Vous avez, je dirais, œuvré et vous allez avoir là pas mal de travail, je pense encore en 21-22. Oui, le plan filière, il doit énormément à Jean-Michel Baillet, qui a été le premier président de l'Alliance. Et Jean-Michel Baillet, on le connaît, c'est une force en marche. Et donc, il a, avec Marc Feuillet à ce moment-là, et tous ceux autour d'eux, et puis moi, quand j'ai rejoint le monde de la presse, il a contribué à construire ce plan filière dans lequel il y a beaucoup de choses. Il y avait aussi les aspects distribution, mais les aspects modernisation, transformation. Voilà, donc ça a été un travail important. On attend encore quelques choses qui ont été promises dans ce cadre de ce plan par le président de la République, par le ministre de l'économie et des finances, notamment la mise en œuvre d'un crédit d'impôt pour les personnes s'abonnant aux journaux. Donc c'est un crédit d'impôt pour les particuliers, mais qui est une forme de soutien très direct à l'activité des journaux. Donc voilà, on va continuer à défendre ce plan filière. Ça a pas mal démarré, il reste des choses à faire. Et puis, la période, encore une fois, qu'on traverse fait naître des nouveaux soucis ici ou là, avec Citeo, avec la contribution. On pourrait aussi considérer que nos journaux, et je pense à plusieurs grands groupes qui sont résolument, c'est le cas de la Voix du Nord, par exemple, c'est le cas aussi des Échos du Parisien, engagés dans une couverture très renforcée des enjeux qui sont ceux de la planète. On pourrait valoriser cette couverture et dire que voilà, c'est une contribution très claire à la popularisation, l'explication, l'activation, la mise en œuvre aussi de cette préoccupation-là. Bon, donc il y a des choses à faire. Il y a tout le temps des choses à faire dans les rapports avec la puissance publique, mais aussi simplement, si j'ose dire, appliquer ce qui a été décidé dans le cadre du plan de filière. On va s'y atteler et Jean-Michel reste vice-président puisqu'il a repris la présidence du SPQR, qui est un des trois fondateurs. Même généralisé. Vous êtes aussi un bénéficiaire du plan filière parce que je crois savoir que vous avez changé d'imprimerie pour Le Parisien, qui était à Mitry-Mory, dans une imprimerie issue de ceux qui vous ont vendu Le Parisien, la famille Amaury. Maintenant, vous êtes sur d'autres imprimeries et plus performants. Oui, on a en tout cas une qualité, mais le groupe Amaury lui-même a fait une grande évolution en matière d'imprimerie. Donc, de plus en plus, on a une relation forte avec le groupe Rico Bono, qui est l'expert et l'opérateur de l'industrie de l'imprimerie. Et on est très content des conditions, des qualités d'imprimerie de nos titres. Voilà, le papier, ça reste très important. On parle tout le temps de transformation numérique. Moi-même, effectivement, j'ai beaucoup de passé dans ce domaine-là et de présent encore aujourd'hui, mais pour un titre comme Le Parisien, la filière papier reste prédominante en termes de revenus. On le sait, c'est tout à fait documenté. Et donc, il faut bien gérer cette partie-là. Si vous voulez, on a cette chaîne de valeur dans laquelle il faut acheter du papier, il faut imprimer, il faut distribuer. Et pour un journal important du papier comme Le Parisien, quand on a déjà fait tout ça, on a dépensé plus de 50% des charges du journal. Donc, c'est vraiment une partie substantielle, cette économie, cette filière, cette chaîne de valeur du papier. À l'Alliance, dont vous étiez depuis l'origine le vice-président, vous étiez loin d'être inactif parce que, au fond, vous avez confié le dossier des droits voisins. On n'en fera pas, je dirais, la genèse, je dirais, des hauts et des bas de toutes les négociations, mais là aussi, avec votre sens du timing, vous êtes arrivé à un accord juste avant la presse au futur. Vous en avez beaucoup parlé, Urbi et Torbi. Juste en 2-3 mots, les points positifs pour vous de cet accord. Oui, alors on s'était dit avec Mountain View, il faut signer avant la presse au futur. C'était vraiment l'objectif, si vous voulez, qui était le nôtre dans une. C'est l'influence des chevaux outre-Atlantique. Simplement un hommage à la presse au futur. C'est vrai que ça tombe bien, Jean-Clément, mais en réalité, c'est une étape. Alors, c'est une étape, c'est une promesse aussi, mais c'est une étape au sens où ça fait longtemps qu'on est sur la route. Il est vrai que moi-même, j'ai travaillé pour avoir un accord avec Google quand j'étais à l'AFP en 2006-2007. Voilà, c'était la première fois qu'on engageait d'ailleurs un procès, ça commençait par un procès, pour faire rémunérer les contenus de l'AFP. Ça a été le cas. J'avais obtenu avec un petit groupe de gens qui étaient autour de moi, obtenu cet accord-là. Là, on a travaillé avec l'ensemble de l'Alliance.
Jean-Michel Baillet m'avait demandé, avec Marc et les autres collègues, de piloter ce groupe. Je l'ai fait un long moment avant de devenir président et de laisser Philippe Carly, le patron d'Ebra, qui a été extrêmement efficace, avec aussi un groupe autour de lui, avec Jean-Pierre de Caraoul, avec Jean-Nicolas Baillet, avec Sophie Gourmelin aussi, avec Bernard Marchand du groupe Français. On avait des gens qui se sont engagés pour cette négociation. Qu'est-ce qui est sur la table aujourd'hui? On a franchi une étape importante parce que c'est une première, et peut-être une première mondiale, je crois que ça sera un peu à peu établi. On a fait en sorte que Google rentre dans une logique de négociation et reconnaisse aujourd'hui, de façon très claire et écrite, l'existence d'une loi, l'existence d'un droit, donc les droits voisins des droits d'auteur, droits des éditeurs, c'est reconnu. Deuxième chose, dès lors que c'est reconnu, que la loi, la directive puis la loi sont reconnues et mentionnées, eh bien, il y aura une rémunération universelle. Et croyez-moi, dans les 300 titres de l'Alliance pour la presse, les 250 titres de la PHR, la presse hebdomadaire régionale, je pense qu'ils savent que s'il n'y avait pas eu un effort collectif syndical, avec un groupement comme ça, probablement ils auraient été dans une situation bien compliquée pour obtenir ce genre de discussion avec Google. Et puis, troisième point, il y a une rémunération en face de cette reconnaissance des droits. Il y a une rémunération qui couvre les droits voisins et l'ensemble de la représentation de nos contenus dans les produits de Google existants ou à venir, puisqu'il y a la mise en place de Google Showcase, qui est un nouveau produit par Google. Donc c'est une étape importante. Pardon, juste pour finir, Jean-Clément, pardon, je ne vais pas être trop long, mais c'est une étape importante. Moi, je voulais dire que j'étais très reconnaissant à toutes les équipes de l'Alliance qui se sont mobilisées pour y arriver. On a eu une disons, solidarité quasiment tout le temps. Il y a eu, à un moment, des tentations, la chair est faible, il y a eu des chemins singuliers qui ont été empruntés par tel ou tel, mais ça ne nous a pas empêché de faire un accord cadre auquel les accords individuels peuvent se rattacher. Donc, on a préservé l'essentiel de cette unité de l'Alliance. Alors, il y a d'autres familles de presse qui n'ont pas signé. Elles en conçoivent pour certaines des désagréments, je le vois bien dans leurs commentaires, qui oscillent entre saluer l'accord puis avec un peu d'acidité à d'autres moments. Je souhaite qu'elles y parviennent. Moi, je pense qu'il y a une voie qui a été montrée. C'est pas impossible d'arriver à ce genre d'accord. Ils sont équilibrés au sens où les parties sont d'accord pour signer. Voilà, c'est ça l'équilibre. Le montant, on ne pourra pas en parler. Les dispositifs concrets, on ne peut pas en parler. Tout ça est couvert par des accords de confidentialité. Google France, en tout cas, en liaison évidemment avec Google Monde, a accepté d'entrer dans cette logique-là. C'est une première européenne. D'ailleurs, la France est un peu toujours la seule à avoir transposé la directive en droit positif français. L'exemple et la voie sont montrés. J'espère qu'il y aura d'autres signatures ultérieurement. Et puis, il y aura d'autres discussions, puisque on va reprendre langue avec Facebook, il faut parler avec Twitter, il faut parler au fond avec tous ceux qui, en montrant nos contenus, en faisant en sorte qu'ils soient partagés ou en les laissant être partagés dans leur plateforme, contribuent à faire naître des droits. Voilà. Donc la lutte continue de ce point de vue-là. Et moi, je crois beaucoup que quand les éditeurs sont solidaires ou essentiellement solidaires, ils obtiennent des choses qu'ils n'obtiendront pas tout seuls. Justement, il y a un certain nombre de titres d'organisations professionnelles, le SEPM, la FNPS, qui se sentent un peu comme des exclus. Vous qui êtes un homme de rassemblement, vous pensez qu'il peut y avoir pour eux des mains tendues. D'autres débats, d'ailleurs, de la presse à futur aborderont le sujet. Oui, mais je suis absolument, évidemment, pour, et je suis plutôt de nature à essayer de forger des consensus et des rassemblements, même si parfois il faut monter au créneau aussi et défendre bec et ongle ses intérêts, les intérêts de sa filière ou de sa famille ou de ses familles réunies dans l'Alliance. Bon, oui, bien sûr, moi je souhaite qu'il y ait d'autres accords. Et, la notion d'IPG a été beaucoup mise en avant dans la période récente. Elle existe quand même. Elle crée elle est de tradition très ancienne d'ailleurs, et donc elle crée des droits, elle crée des devoirs également, elle répond à certains critères. La loi couvre-t-elle cette notion-là, ou Google doit-il entrer dans des accords au-delà de l'IPG? La question reste ouverte à explorer, mais j'ai l'impression qu'ils ont aujourd'hui manifesté une capacité à finaliser des accords, une envie à en avoir. Je pense qu'on devrait pouvoir clarifier une partie de ces points-là dans l'avenir. Et puis par ailleurs, je veux dire, il y a aussi tout ce que Google peut faire avec tel ou tel titre, et fait d'ailleurs souvent déjà, pour développer les abonnements. Moi, ce que je dis aujourd'hui, et c'est d'ailleurs l'objet du bouquin dont vous avez la gentillesse de mentionner l'existence, mais dont l'écriture remonte déjà à un moment et qui a été accélérée pendant le confinement, mais qui n'a pas été actualisée avec l'accord tout récent, forcément. Ce que je dis, c'est que on doit trouver une relation équilibrée avec les plateformes, ni haine, ni soumission. Voilà. Là, l'accord qu'on a fait, c'est ça. C'est une illustration de cette capacité à trouver une relation équilibrée. Alors, équilibrée avec des géants gigantesques, c'est pas facile, mais on arrive quand même à les amener à la table de négociation. Parfois, il faut passer par
la voie du contentieux. Nous, on a remporté 2 victoires assez éclatantes devant l'autorité de la concurrence et devant la Cour d'appel de Paris. Et après, arriver à une forme de négociation, on met des choses sur la table et on trouve un terrain d'entente. Voilà, trouver cette relation-là, l'inventer, peut-être mieux réguler aussi les plateformes dans le futur. Moi, je suis de ceux qui poussent ça depuis très longtemps. Je continue à penser que c'est important parce qu'avec de bien grands pouvoirs viennent de bien grandes responsabilités. C'est tout l'objet du livre, c'est tout l'objet du débat que l'ensemble des États du monde aujourd'hui finalement ont avec les plateformes. Parfois c'est très polémique et assez violent, c'est le cas en Australie aujourd'hui. Parfois ce sont des procureurs eux-mêmes qui introduisent des actions en justice et s'auto-saisissent, on le voit aux États-Unis actuellement. Parfois on arrive à trouver des accords commerciaux, c'est ce qu'on vient de faire en France. Cher Pierre, quand j'ai le plaisir de dialoguer avec vous, je me dis au fond, pourquoi fait-on tant de débats, tribunes, dans le cadre de la presse au futur? Au lieu de vous confier la conférence inaugurale, on pourrait, avec vous, séquence après séquence, occuper 2 ou 3 journées de la presse au futur. Alors, ça serait épouvantablement fastidieux. Et moi, je suis absolument convaincu, je sais, et j'essaie toujours de les citer, j'ai des collègues dans la presse, extrêmement imaginatif, très talentueux. On a plein d'innovations créatives. Il y aura Sophie Gourmelin qui viendra dans un débat. Et oui, bien sûr, Sophie. Au-delà, dans d'autres groupes, j'en ai mentionné certains. Voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de talents. C'est pour ça qu'on est vivant et qu'on a bien l'intention d'être de plus en plus naturellement consensuel. Donc, une dernière et ultime question, parce qu'il va falloir laisser la place, je dirais, à d'autres. En publiant des géants des hommes pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies, est-ce que, un peu comme Bruno Le Maire, c'est des mémoires provisoires qu'à 58 ans, vous nous livrez? Non, alors non, vraiment, pardon. D'abord, malheureusement, c'est pas une œuvre littéraire qui entrera, j'espère, enfin, je crois pas dans l'histoire, mais c'est un livre d'intervention, quoi, dans le débat. Je savais pas forcément que ce débat serait tel qu'il est devenu, hein, entre les autosaisines des procureurs américains, le débat politique général sur les GAFA aux États-Unis, mais l'intervention d'un Thierry Breton au renfort de Madame Vestager est impressionnante quand même dans le débat. L'Europe va se doter de nouveaux textes. Enfin, c'est devenu un débat extrêmement vaste. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses très fondamentalement liées dans ce débat. Il y a un débat économique. C'est celui qui m'a inspiré au début. C'était de l'économie et du droit. Le droit de la concurrence, le sentiment d'être écrasé, le sentiment d'abus de position dominante de la part de certains acteurs. Ça, c'était. Et puis maintenant, on a compris qu'il y avait un deuxième volet encore beaucoup plus grand, qui est un débat politique. D'ailleurs, le droit a forcément un rapport à la politique, mais politique au sens le plus large. C'est l'emprise de très grands acteurs dans nos vies. Ils sont tellement grands. Pour le dire de façon imagée, Google, c'est la recherche du monde, et Facebook, c'est l'agora du monde. Donc quand on est face à des acteurs qui ont pris une place si importante, et quel que soit l'argument qu'on peut entendre ici ou là, oui, la concurrence est à un clic de nous, oui, mais quand on ne connaît pas la concurrence, quand on ne connaît pas son nom, eh bien, il n'y a plus vraiment de concurrence. On est face à des acteurs extrêmement importants. Je pense qu'ils eux-mêmes réalisent peu à peu qu'il faut qu'ils rentrent dans l'atmosphère, il faut qu'ils rentrent dans les dispositifs juridiques des sous-ensembles Asie, Europe et aussi nationaux. Il faut qu'ils le fassent parce que sinon, ils vont être dans un rapport antagoniste qui n'est pas bon. Alors, ils sont très grands, très forts, mais ce ne sont pas des supranationales. Voilà. Moi, c'est au fond l'intervention de quelqu'un, un homme d'entreprise, mais qui essaie d'avoir un peu un regard citoyen sur ce rapport au GAFA. J'ai essayé de partager cela. C'est provisoire parce que ça change tout le temps. On le voit bien. J'espère que ça changera pour le mieux. Je souhaite encore une fois une seule chose, c'est qu'on ait des rapports équilibrés et qu'on ait des rapports constructifs. Merci Pierre pour l'ensemble de ces messages. Vous avez vu le soin que Pierre Louette avait apporté au design qui l'accompagnait. Il est aussi membre du conseil d'administration des musées nationaux. Il est au musée qui fait. Il nous dit, modeste, que son livre n'entrera peut-être pas dans la bibliothèque universelle, mais en tout cas, il contribue véritablement par le livre à marquer la résilience de l'écrit. D'ailleurs, son actionnaire est un des actionnaires de référence de Gallimard. C'est tout dire. Merci beaucoup à vous, Jean-Clément. Merci. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.